Jean-Claude. Depuis 50 ans, le camp souverainiste a tout misé sur la démarche référendaire, sans jamais se demander si, dans la réalité, un référendum gagnant allait mener à une souveraineté effective. 50 ans, c'est long. D'où vient le référendum? Bien, le référendum, c'est assez bien connu, là. C'est Claude Morin qui le confirme dans son livre « Mes premiers ministres ». Il dit « L'idée du référendum me fut involontairement suggérée en 1969 par 3 personnalités renommées, les grands mandarins fédéraux. » Ça, c'est très bien connu. Et puis, il dit parce qu'il y a eu une circonstance où Morin a été placé dans... En tout cas, dans son livre, dans l'affaire Morin, page 201-205, il dit que ça semblait faire peur à Ottawa, l'idée du référendum, et que donc, si c'était le cas, c'était la bonne voie à suivre, c'était la voie d'accès à l'indépendance pour le Québec. Maintenant, ça, c'est en 1969. En 1969, le fédéral, face à la montée du mouvement indépendantiste, il va y avoir un mémorandum au conseil privé. Le titre en anglais, c'est « The Current Threat to National Order and Unity, the Québec Séparatisme ». Alors, donc, ça, c'est un mémorandum qui donne le feu vert aux services de renseignement, aux services de contre-espionnage, de considérer le mouvement souverainiste, qui est un mouvement démocratique, avec un parti démocratique, le Parti québécois, considéré comme un ennemi du Canada au même titre que l'URSS, et donc de prendre tous les moyens clandestins pour combattre ce mouvement-là. Et effectivement, ils vont à un moment donné émettre des communiqués du FLQ pour montrer que même après 70, il y avait encore une menace, et il allait poser des bombes. Et il y a une petite bombe qui a sauté dans les mains d'un agent, l'agent Sanson, l'agent de la GRC. Et donc ça a amené à 2 commissions d'enquête, toutes ces manœuvres-là. Clandestine. Et puis la commission Cable pour le Québec, la commission McDonald pour Ottawa. Et là, ils vont apprendre que, entre autres, il y a eu une opération clandestine pour voler la liste d'un parti politique démocratique, etc. Donc, on voit que les moyens... Pendant que Ottawa suggérait à Claude Morin de passer par le référendum, puis qu'au final, il laissait entendre qu'il allait jouer le jeu démocratique et reconnaître les résultats. Alors, on voit que dans leur intention véritable, c'était pas ça du tout, là. Pour eux autres, la force prime le droit. Donc, on s'en va vers le référendum de 80, et là, les souverainistes, le camp souverainiste est enfermé dans une promesse faite en 1976, quand ils ont pris le pouvoir, de faire un référendum dans le mandat, et là, ils arrivent à la fin du mandat, ils sont piégés. Okay? Et là, il aurait pu sortir du piège en disant le comportement du fédéral est tel qu'on est dans un cas où la force prime le droit, et donc, que vaut notre droit à l'autodétermination? Et là, il aurait pu tester ce droit-là pour sortir du piège référendaire, parce que c'était clair que à cette époque-là, Trudeau avait reçu l'appui des 2 tiers des Québécois, puis eux autres, ils étaient à 40 % avec leur référendum, puis le résultat des élections de 1976. Donc, là, pour sortir du piège, là, il y a un témoignage intéressant pour cet épisode-là, c'est Rodrigue Tremblay, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce, puis qui a démissionné en 1979. Il était dans le cabinet de René Lévesque. Et là, lui, il va leur dire, vous en allez à l'abattoir, là. C'est clair, là. Et Trudeau, il y a beaucoup plus d'appui que nous autres. Notre proposition, c'est... il dit, ça prendrait une 3e proposition, une dévolution de pouvoir pour éviter que, finalement, Trudeau gagne avec une proposition qui est le moins appuyée au Québec. Okay? Il aurait fallu tester. Comment tu fais ça, tester un droit?
Bien, il fallait que le Parti québécois, compte tenu de toutes les actions du fédéral qui montraient que pour eux autres, la force prime le droit, et qui les amène à la table pour leur demander de s'engager formellement et de manière statutaire à reconnaître le droit du Québec à l'autodétermination et donc, à ce moment-là, qu'il y a un engagement de respecter le cadre du processus démocratique et le résultat qui pourrait en venir. Tu comprends? Tout ça aurait rassuré les gens. Mais là, il se serait aperçu que ce n'est pas le cas. On va le voir plus tard. Okay. Maintenant, dans son livre, pour revenir à Rodrigue Tremblay, lui, il a écrit un livre, il dit, à partir de là, ils se sont placés dans une faiblesse incroyable, puis la nation aussi. Et donc, là, Trudeau, il est face à un Parti québécois complètement brisé par ça, dans une position de faiblesse chronique, et donc il va en profiter pour imposer la Constitution de 82. OK? La Constitution de 82 change beaucoup de choses parce qu'elle est en lien avec le rapport Durham, une négation de la nation que nous sommes, une nation française en Amérique, etc. Et donc, le déclin tranquille du Québec, c'est le titre de l'ouvrage de M. Rodrigue Tremblay et qui a aussi résumé cet ouvrage-là dans une capsule vidéo qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube Vigile.Québec, Rodrigue Tremblay. Sur la conclusion de cet épisode-là de surveillance, du piège référendaire, et du piège qui a référendaire. été en réalité étendu par Ottawa, Oui. qui ont laissé l'illusion que c'était la voie à suivre et puis que Ottawa ne s'opposerait pas, alors qu'on a toutes les preuves qu'il était pour mener une guerre totale contre le mouvement souverainiste. Et donc, là, dans son livre, Jean Chrétien, oui, 1985, OK? Oui, oui. Le référendum, une erreur. Oui. Là-dedans, il dit, avec le recul, le référendum apparaît comme la plus grande erreur du Parti québécois. Il avait dit que, avec le temps, il dit ici, Claude Morin, nous nous séparerons du Canada de la même manière que le Canada s'est séparé de l'Angleterre, pas par référendum, hein? Nous couperons les liens un par un. Tu vois? Nous obtiendrons une petite concession ici, une petite concession là, et finalement, il ne restera plus rien. Avec le temps, le Québec serait devenu indépendant dans les faits et son indépendance juridique serait allée de soi. Alors donc, c'est-à-dire qu'avant que le référendum soit le mode d'accès à la souveraineté, il y avait une démarche du Québec de gagner du pouvoir, accumuler des avantages, puis sortir tranquillement le fédéral de l'État du Québec. Et que lui, Chrétien, il reconnaît que cette démarche-là était imparable et que donc, le référendum, la reconnaissance de juré de la souveraineté, c'est que là, ce que tu as comme conclusion, c'est que ce n'est pas le référendum qui mène à l'indépendance, c'est cette souveraineté-là qui se bâtit, qui mène au référendum. Et là, on voit la différence entre un référendum d'initiative et un référendum de ratification. C'est que, selon Chrétien, il y aurait eu un référendum pour ratifier une situation de fait, puis la reconnaître de juré en adoptant probablement une constitution. Alors, c'est ça. Alors que là, dans le moment, même les candidats à la chefferie du PQ proposent un référendum d'initiative. Hein? Certains. Oui, on va y revenir, mais juste pour continuer. Voici, ça, c'est l'épisode du référendum de 80. Et puis, en s'en allant vers le référendum de 95, est-ce qu'ils ont tiré des leçons de ça? Oui, justement, oui. Je veux dire, tu t'en vas là encore, et puis tu es dans une situation où... le piège référendaire. Bien là, c'est qu'ils sont dans l'impression, parce que là, ça va devenir beaucoup plus sérieux, parce qu'en 80, l'écart entre le oui et le non était tel que les fédéraux avaient pas loin d'abattre vraiment leur cap. Mais en 95, là, c'est très, très serré, et donc là, les masques vont tomber, et puis on va voir que pour le fédéral, la force prime le droit. Et là, on aurait pu éviter encore cette question-là. Ça aurait pu changer beaucoup de choses si
le mouvement souverainiste avait relevé le défi du réel et tiré une leçon de tout ce qui s'est joué autour du référendum de 80. Alors, est-ce que Ottawa changeait d'attitude par rapport à sa doctrine de la force prime le droit? Vous savez, ça aurait été intéressant de le savoir. Hein? Et donc, si... Parce que là, on essaie de refaire l'histoire, mais en réalité, on est dans les affaires d'État et puis on joue le destin d'une nation sur une proposition. Là, OK? Alors donc, en 1995, si le mouvement souverainiste avait forcé Ottawa à se commettre sur la reconnaissance formelle et statutaire du droit à l'autodétermination du Québec, ce qui les engageait à en reconnaître les résultats et à respecter un processus démocratique, à ce moment-là, la conséquence de ça, c'est, tu sais quoi? C'est quoi? Le Québec serait souverain depuis 1995. On mesure ici l'importance de cette négligence-là. J'aimerais poser une question à ce stade-ci. En 1995, il y avait M. Jacques Parizeau, n'est-ce pas? Et je me suis toujours demandé pourquoi cet homme intelligent, plein de ressources, était tombé dans le piège référendaire, lui, avec. Parce que regarde, on est dans le domaine de... C'est le grand rêve, OK? C'est le grand rêve. Si tu veux tester la réalité de ton droit à l'autodétermination, on va y revenir plus tard, mais si tu veux le tester et tu t'aperçois que finalement, de l'autre côté, la réalité, quand tu as de relever le défi du réel, là, ce que tu as devant toi, là, c'est quelqu'un qui dit la force prime le droit. Ouais. Alors, c'est comme un peu le deuil du rêve là, pour un mouvement. Tu comprends? Mais il y a un de mes amis qui il dit si tu veux réaliser ton rêve, commence par arrêter de dormir. Et là, on est encore dans un mouvement avec une vague bleue qui était portante, puis ça aurait pu se jouer autrement s'il avait fait le test, puis qu'il se serait rendu compte que Ottawa, on va le voir, jamais Ottawa aurait reconnu de manière statutaire, signée, formelle, le droit à l'autodétermination du Québec. Mais Ottawa, par contre, laisse l'illusion que ce droit-là existe parce que pendant tout ce temps-là, toutes les énergies du mouvement souverainiste sont engagées dans une proposition politique, un cadre stratégique qui va mener nulle part et qui aurait pu mener à la fatalité. Alors donc, en 1995, la position d'Ottawa, c'est important de comprendre qu'il y a deux conditions pour arriver à un changement de statut d'un État. Ouais. Les deux conditions sont la reconnaissance internationale du nouveau statut et sur le contrôle effectif du territoire par cet État-là. Exercer toutes nos compétences sur le territoire. C'est exactement ça. Ce sont les deux conditions. Donc, on va voir la première condition. La première condition, c'est que si on est dans la proposition que le référendum est gagnant, qu'ils n'ont pas volé, bon, il est gagnant, OK? Ils ont, peu importe. Ouais. Et que la position d'Ottawa, c'était quoi? On va l'apprendre au cours des années qui vont suivre, OK? Ouais, ouais. Et puis, c'était connu qu'il allait contester le résultat. La question n'était pas claire, la majorité n'était pas claire, c'était le flou pour justifier l'arbitraire d'une non-reconnaissance. Tu vois que c'est Et l'attitude des souverainistes, c'était de dire, la souveraineté de province, là, ça va se décider au Québec. Mais non, ça ne se décide pas au Québec, ça se décide à Ottawa, à Londres, à Washington, à Paris, ça se décide à l'international. C'est la reconnaissance internationale, c'est le premier principe, OK? Alors donc, dans son livre, Iron Man, le journaliste Lawrence Martin révèle que le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, aurait rejeté un oui victorieux. Ça, on le sait qu'il l'aurait rejeté. Il a confié à Lawrence, aurait alors dit « Nous avons compris le message de la population, mais ce n'est pas de briser le pays. À 50+1, je n'étais pas pour laisser aller le pays. » Jean Chrétien. C'est clair, clair, clair.
Le référendum, c'était pas, ah là, la séparation, il faut dire non, séparation. Non, c'était juste consultatif, finalement. C'est ça qu'il dit. OK? Et puis, on apprend que, par surcroît, il affirme que les forces armées canadiennes étaient prêtes à protéger les édifices fédéraux. Ça, c'est un prétexte pour venir ici avec l'armée. OK? Et puis, dans son livre, un autre livre qui nous révèle la réalité de la situation pour Ottawa, c'est-à-dire la contestation du statut. C'est-à-dire, dans le livre de Shawinigan Fox, l'auteur Bob Plamondon nous livre le plan secret de Jean Chrétien en cas de victoire du oui en 1995. Alors donc, Chrétien, lui, ouais, vous avez fait un référendum. Le fédéral aussi va en faire un au Québec pour valider votre référendum. Alors, le référendum du fédéral au Québec, c'est, gars, la question, c'est, voulez-vous... c'est eux autres qui apposent, c'est eux autres qui... Voulez-vous vous séparer et souffrir éternellement, là? Oui. Puis, gars, ça vous prend 60 OK? On comprend ça. Mais même ça, si ça avait gagné, là, le fédéral faisait un référendum pan-canadien pour valider celui-là. On comprend-tu que le respect du droit démocratique du Québec, il n'y en avait rien à foutre? Le fait que Ottawa aurait contesté et nous emmené dans cette dynamique-là, tu comprends? Politique, là, de guerre. J'en veux-tu un autre référendum et un autre référendum? Tout ça, cette position-là d'Ottawa aurait influencé d'autres États à l'international concernant la reconnaissance du nouveau statut du Québec. C'est-à-dire dire non, c'est ça. Reconnaître. C'est ça. Et là, on a Londres. Et là, ici, c'est important parce que ce qu'on fait, Céline, c'est qu'on examine les deux conditions. Ça fait que une lecture le plus critique possible, OK? Les conditions pour qu'un oui gagnant mène effectivement à la souveraineté du Québec et non pas à... Okay? On est en train de faire la démonstration que c'est ça. Ouais. Et donc, celui qui a travaillé, parce que c'est important de le dire, celui qui a travaillé sur aller examiner exactement la position des acteurs étatiques, à l'international, ceux qui pesaient dans la décision, là, OK? C'est Frédéric Bastien qui a documenté la bataille de Londres, là, OK? Et là, Frédéric Bastien, il nous dit, concernant Londres, parce qu'il a interviewé des acteurs qui... qui étaient ceux qui allaient se prononcer. OK? Pas un journaliste qui fait de la spéculation, le gars. C'est ça. OK? Donc, à Londres, il dit, Malcolm Rifkin, il a parlé avec lui, ministre britannique des Affaires étrangères à l'époque du référendum de 1995. Bon, mais tu parles-tu à la bonne personne, là? Il m'a affirmé que Londres aurait reconnu une indépendance québécoise agréée par Ottawa. Fait qu'on vient de voir que, regarde, Ottawa nous faisait galoper dans une série de référendums. Il n'y avait pas de les reconnaissance. Les conditions n'étaient pas réunies, là, OK? Je lui ai demandé si son gouvernement aurait reconnu une victoire du oui, même serrée, alors que nous savons aujourd'hui que les fédéraux auraient refusé un tel résultat. Sa réponse était claire. Londres reconnaît les nouveaux États dans la mesure où leur gouvernement exerce de facto le pouvoir et dont le statut international n'est pas contesté. Donc, on ne peut pas tirer de ça la conclusion que Londres aurait reconnu le statut dans le contexte où on est appoigné avec Ottawa dans une guerre ouverte. OK? Ça ne serait pas arrivé, là. OK? Donc, tirer une conclusion que Londres nous aurait reconnu à contrario d'Ottawa, puis... Londres n'avait aucune garantie. Non, il n'y avait pas de garantie de ce côté-là. Donc, les États-Unis... Il était pour se fier sur qu'est-ce que les États-Unis... Il allait beaucoup être influencé par la position américaine. Donc, la position américaine, en 1995, on la connaît grâce au Clinton Paper. Ça, c'est, dans le cas d'une victoire du oui, la position américaine. Okay? Là, c'est important de le citer. C'est « Even if Quebec voters had said yes », to creating an independent country in 1995, new release documents show the United States government wasn't prepared to offer any guarantee of saying yes to the recognizing it
c'est-à-dire le nouveau statut. Et là, la ligne du président, c'était « Since the Canadians have yet to work out their future constitutional arrangement, it is premature to consider the question of recognition of Quebec sovereignty. » Alors donc, ce que ça dit, c'est qu'ils prennent acte que cette situation-là est créée, puis qu'il y a un problème constitutionnel au Canada, et qu'ils renvoyaient le Québec, finalement, à la table constitutionnelle pour dire « Réglez vos problèmes, nous, on ne va pas reconnaître votre victoire puis votre déclaration d'indépendance. » Il renvoyait à la Constitution de 82. Il renvoyait à Ottawa, Ottawa contestait par toutes les manières, on l'a vu, le résultat d'une victoire du oui. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas eux qui auraient reconnu l'indépendance du Québec contre la contestation d'Ottawa. OK? Et puis, la position américaine, on peut revenir à 80, à partir du moment où... Parce que la position américaine, c'est qu'il y avait une ouverture pour qu'il y ait un arrangement constitutionnel reflète le fait que le Québec était une nation distincte dans le Canada qui pourrait avoir un statut qui irait dans ce sens-là. Ça faisait partie des intérêts américains d'avoir un peu de division au nord sur lesquelles divisions il aurait pu jouer. OK? Alors donc, la position américaine en vue du référendum de 80, on la connaît parce qu'il y a un document qui a été publié par Wikileaks et puis la diplomatie américaine se sont fait comme sollicités par Ottawa naturellement pour torpiller le camp du oui, comme genre de déclaration sur le risque économique vis-à-vis le marché américain, etc. Et ça aurait été pratiquement une fatalité pour le mouvement souverainiste de traîner cette menace-là. Okay? Sauf que ils ont, dans ce document-là, sur Wikileaks, vous allez avoir le lien, qui a été traduit en français, on va avoir le lien aussi, ils se disent, on ne va pas braquer complètement le Québec, on n'a pas d'intérêt à faire ça, on favorise plutôt une reconnaissance du statut particulier du Québec. C'est ça leur position aux Américains. Et puis c'est une position qui date des années 70, qui est en continuité, puis avec la déclaration que Clinton aurait fait en cas de victoire du oui. C'est ça, là. Et puis, il y a le fait que les États-Unis, dans ce contexte-là, examinent tous les scénarios potentiels. Et il y a eu un scénario qui a été proposé début 80 au président alors Reagan, puis qui a été rapporté par un journaliste qui s'appelle Daniel Estulin, puis dans un livre qui s'appelle « La véritable histoire des Bilderberg », il dit que à l'époque, David Rockefeller, George Shultz, Paul Volcker, c'était des très grosses pointures, ont soutenu auprès du président Reagan que le Canada pourrait être avalé économiquement et que politiquement par les États-Unis au cours des 15 prochaines années pour devenir le 51e État américain, exception faite pour le Québec francophone. OK, ils l'ont examiné, ça. Ça fait partie de... Regarde, les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis permanents, que des intérêts permanents. Oui. C'est Lord Palmerston. OK? Oui, oui. Maintenant, on voit que le Bloc anglophone n'allait pas reconnaître la victoire du oui contre Ottawa, qui contestait. Et pas à peu près. Oui. On comprend? La dynamique, le climat était pourri, là. OK? Donc là, on a la France. La France pouvait-elle contrebalancer, disons, la position de réserve de Londres puis de Washington? Le président Jacques Chirac, il s'est exprimé sur le référendum du Québec, celui de 1995, à l'émission Larry King,
à quelques jours du référendum, Larry King demande à Jacques Chirac si la France serait prête, advenant la séparation du Québec, à reconnaître le nouveau gouvernement. Le président Chirac déclare « Si le référendum est affirmatif, le gouvernement reconnaît ce fait. » Donc, il prend acte qu'il y a une victoire du oui. OK? À donner au Québec. Il dit « Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires du Québec. » Donc, il reconnaissait la victoire du oui. Il attendait une déclaration d'indépendance. C'est ça l'affaire. OK? Maintenant, jusqu'à où était la volonté de la France de soutenir le Québec à l'international? Probablement, en Afrique, ça aurait été plus facile, mais en Europe. OK? Parce que là... Et là, ce qu'on apprend, et ça, c'est très intéressant, parce que les gens se disent la France, c'était solide, l'appui, puis car on avait là le levier, etc. Mais revenant sur l'épisode du référendum de 1995, Louise Baudouin, dans une émission Les idées, La vie des idées, Mathieu Bock-Côté reçoit Louise Baudouin. Le thème, c'est la France et le Québec. Et là, elle dit, revenant sur l'épisode du référendum de 1995, elle affirme que, outre le premier cercle du pouvoir, les autres membres du pouvoir avaient poussé un lâche soulagement suite à la défaite du oui. Tu comprends? Fait que tu avais un cercle, petit cercle, qui était résolument derrière le Québec, mais les autres même, à l'intérieur du gouvernement français, ils ont laissé aller un lâche soulagement. Ça, c'est une phrase qui a une connotation historique lourde de sens. C'était quand s'en allait à la guerre, la Deuxième Guerre, puis que là, il y avait eu un accommodement avec Hitler et que donc le monde avait justement laissé aller un lâche soulagement, tu sais, qu'il n'y aurait pas de guerre. Bon. Michel Rocard, lui, avait confié que pour ce qui était des autres pays européens, le Québec devait assumer la mission de convaincre une majorité qui était réfractaire à la reconnaissance des résultats en cas de victoire du oui. Fait que le levier de la France, il n'allait pas contrebalancer, OK? Et la reconnaissance internationale, cette condition-là, en 1995, n'était pas réunie. Non. La condition d'exercer nos compétences, nos pleines compétences sur notre territoire. Ça, c'est la deuxième condition à réunir. Alors, qu'est-ce qui arrive avec celle-là? Bien, celle-là, c'est très clair, ça. C'est que la menace de partition, parce que pendant que Chrétien nous jouait sa partie référendum 1, 2, 3, 4, et il y avait la dynamique de la partition qui était enclenchée sur le territoire du Québec. Ça, c'est la condition, c'est d'exercer ton pouvoir sur l'ensemble de ton territoire. C'est la deuxième condition. Alors, est-ce qu'elle était réunie? Non. OK? Parce que là, on avait ouvert la porte à une dynamique de partition. Et puis c'est Dion qui nous le dit. Lors d'un entretien en 2007, Dion expliqua que le gouvernement fédéral avait commencé à examiner des scénarios possibles, y compris la mission ingrate de diviser le territoire et de décider qui devait posséder quoi. C'est un journaliste du Toronto Star qui rapporte ça. Elle est pourtant de taille. Devrait-il se surprendre? Stéphane Dion n'a jamais caché qu'il croyait que si le Canada était divisible, le Québec peut-être aussi. Pouvait l'être aussi. C'est ça. Donc, mais Stéphane Dion avait fait quel genre de partition, lui? C'est ça. Bon, mais la partition, on parle des 2/3 du territoire du Québec. Il faut comprendre que les 2/3 du territoire du Québec, ça a été acquis en 1898 et en 1912, et c'était cédé par Ottawa, et ça implique une entente sur les responsabilités du Québec vis-à-vis des Autochtones. C'est ça qui aurait été invoqué, parce que les Autochtones étaient tous contre la souveraineté du Québec et qu'eux autres, ils n'allaient pas jouer le jeu et ils allaient se mettre dans le côté du camp fédéral. Et puis donc, c'est les déclarations des chefs des Premières Nations à cette époque-là sont très, très claires. Matthew Kuncombe, le message est clair, nous ne serons pas séparés du Canada car nous avons refusé notre consentement. Les Mohawks, on a juste à voir qu'est-ce qui se passe maintenant pour savoir que tous ces gens-là
qui était dans une position antagoniste totale vis-à-vis le gouvernement souverainiste, il n'était pas contrôlable. OK? Donc, on n'avait pas le contrôle effectif de notre territoire. Et ça, à partir du moment où une dynamique de partition est enclenchée, c'est très difficile de ramener un contrôle là-dessus. Alors, rebrousserie le chemin. C'est ça, exactement ça. Alors donc, on est là-dedans. Oui, oui, oui. OK? La position des nations Cris et Inuits ont été clairement exprimées en commission parlementaire lors de l'audition de la loi 99 en l'an 2000. Alors, la loi 99 sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Donc, l'État est territorial. Fait qu'eux autres, ils se disent, hey, votre État puis votre État territorial, là, regarde, on n'est pas là-dedans, nous autres. OK? On n'est pas là-dedans. Fait qu'ils ne reconnaissent pas la compétence du Québec sur le territoire dans le cas où le gouvernement du Québec a déclaré son indépendance. C'est ça que c'est. Est-ce qu'il y a eu un changement un peu avec les Cris et Bernard Landry? Oui, oui. Il y a un changement. Le risque est mitigé par rapport aux Cris, avec la paix des braves, et puis maintenant, avec la grande alliance que Legault vient de signer, là, petit à petit, le développement du Québec fait en sorte que l'État du Québec est un levier pour tirer ces populations-là vers le haut, mais ça n'exclut pas que dans le cas d'une déclaration d'indépendance, ils reviendraient sur leur position. Exactement. On va revenir sur le lien avec les Autochtones dans une autre capsule. Oui, oui, oui. Alors, la position des Cris en 1995 ouvrait la porte à la partition du territoire du Québec. Ils en auraient profité. Oui. Puis, dans le Nunavik, comprendre que en haut, au nord des Cris, les Inuits, eux autres, il y a un livre qui s'appelle La géopolitique d'une ambition inuite. OK? Et là-dedans, tu apprends qu'eux autres, ils se constituent, puis que leur rêve, c'est de se réunir avec les autres peuples inuits, puis ils n'ont rien à foutre de l'État du Québec dans ce projet-là. Tu comprends? OK. On a cette dynamique-là. OK? Pour les souverainistes, eux autres, ils sont dans le... Ils n'ont pas relevé le défi du réel à ce chapitre-là. OK? Ils se sont fiés à un avis de 5 experts internationaux qui sont venus à la commission Bélanger-Campeau en 92, après l'échec du Lac-Méch. Il y a eu une grande commission au Québec sur le statut du Québec. Et donc, la perspective d'un Québec souverain, cette commission-là, Bélanger-Campeau, ils ont reçu l'avis des experts, puis ces experts ont conclu à l'unanimité que le Québec souverain aurait le droit de conserver l'intégralité de son territoire et que les arguments en faveur de la partition du Québec étaient mal fondés sur le plan juridique. Fait que là, un des spécialistes de ça, c'est Maître André Binette, qui est très bon, qui est sur Road Journal, qui a produit plusieurs documents sur le contexte juridique, mais c'est un avis juridique. Or, on est dans une situation où la force prime le droit. Donc, il n'y a pas de réconfort avec cet article-là, cet avis-là, pour les souverainistes. OK? Mais quand tu veux rêver, OK, tu trouves un réconfort dans un tel avis. OK? Bon. Il y a le rêve, puis il y a le déni. C'est ça. Puis là, c'est sur la partition, parce que la partition va avoir cette menace-là très réelle, une fatalité pour le Québec. OK? Ouais. OK? Elle va avoir un impact par la suite en 1996 avec le plan B, le renvoi à la Cour suprême. La Cour suprême, dans sa décision en 1998, le dit que dans les négociations, éventuellement, le territoire serait sur la table. Il n'est pas exclu. Ah oui. OK, bon, c'est ça. Et là, Lucien Bouchard, en 1996, après que la démission de M. Jacques Parizeau, il va prendre le contrôle du Parti québécois, il va devenir premier ministre. Et puis là,
il s'est fait dire clairement, et ça, c'est le journaliste Lawrence Martin qui nous le dit, il s'est fait dire clairement, gars, si, parce que là, il y avait encore une majorité possible pour un référendum, pour le oui, et il s'est fait dire, là, tu joues avec la partition du territoire québécois, et il a compris, là, que c'était sérieux et que c'était une fatalité. Et il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi Bouchard, après, il temporise, puis finalement, ils ont fait des reproches, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il va quitter, puis c'est Pierre Dubuc, dans un titre, dans un texte sur l'autre journal, qui s'intitule Le Capitular, qui reproche, il dit « Le journaliste Lawrence Martin avait sans doute raison lorsqu'il a écrit dans la biographie qu'il a consacrée à Jean Chrétien que ce sont les menaces de partition du territoire québécois brandies par le camp fédéraliste qui ont fait reculer Lucien Bouchard. » C'est ça. Mais c'est parce que là, lui, Pierre Dubuc, il pense que le fameux avis des experts, ça garantissait tout, là. Mais dans la réalité, ça ne garantissait rien. On était face à une fatalité. OK? Alors ça nous amène à la réalité du droit à l'autodétermination sans effectivité. Ben c'est ça. C'est que, regarde, quand il ça n'a joue... pas été testé. Ben non, quand le fédéral, pour qui la force prime le droit tout le long, puis la manifestation est continuelle, et puis avant 80, on l'a vu, puis en s'en allant vers 95, là, le mouvement souverainiste relève jamais le défi du réel. OK? Et après 95, là, ça vient, là, regarde, toutes les cartes sont sur la table, on va te couper en morceaux. C'est clair. Fait que là, si tu me dis, non, la force ne prime pas le droit, un problème, là. OK? Tu sais, si tu veux réaliser ton rêve, arrête de dormir. C'est la première chose à faire. Fait que là, on arrête de dormir. Et puis, le droit, c'est dans ces conditions-là où la force prime le droit, que vaut le droit à l'autodétermination du Québec? OK? Bien, c'est une fiction politique que tu dis depuis 50 ans? Ben oui. Ben, c'est parce que, regarde, c'est un droit qui est acquis pour nous au Québec. On ne peut pas dire, nous, on n'a pas de droit à l'autodétermination. On l'a pour nous. Mais ce droit d'autodétermination-là, est-ce qu'il est reconnu par l'État fédéral? Ils nous ont donné l'illusion qu'ils le reconnaissaient parce qu'ils participaient à la joute. Et à cette joute-là, tu sais... Bien, d'ailleurs, il est arrivé, le fédéral a refusé de reconnaître de manière formelle et statutaire le droit à l'autodétermination du Québec à 3 reprises. Ben oui, c'est ce que je dis, puis je le répète à l'occasion. Écoute, c'est que le droit à l'autodétermination, s'il est reconnu formellement de manière statutaire, signé, engagement du fédéral, respecter le cadre du processus de consultation, ensuite la décision qui vient. OK? Si ça avait été fait avant 1995, le Québec serait souverain. En ce moment, oui, parce qu'on aurait eu les inquiets là, qui manquaient, les quelques-uns, tu les aurais eus, puis il n'y aurait pas triché, etc. Bon, gagnant, c'est tout. OK? Puis on était souverain depuis 1995. C'est pas une question anodine, là. OK? Et donc, il y a eu des moments où le mouvement souverainiste avait le fédéral et qui se prononçait sur le droit à l'autodétermination de manière formelle et statutaire pour en renier la reconnaissance. Il y en a 3. 3 moments. OK? Ici, on les réunit dans cette capsule. T'en parles. C'est ça. Le premier moment, c'est le comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat. C'est une grande commission qui a été faite, ce comité-là, composé de 10 sénateurs, 20 députés. Ils ont fait des consultations, etc. Puis, ça, c'était en 71, hein? Oui, c'est début des années 70. C'est après l'échec de Victoria, là où on demandait « Ouais, qu'est-ce qui va arriver avec le Québec? Il refuse de signer la Constitution, l'amendement, blablabla. » OK? Alors, ils vont faire quoi? Ils vont se séparer? C'est quoi le... Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette commission-là cherche à voir, à préciser la situation.
Et vont produire ils vont produire le rapport le 16 mars 1972, 2 ans après sa création. C'était presque 1 an après le rejet par le Québec de la Charte de Victoria. OK? Maintenant, sur la question la plus chaude de toutes, celle de l'autodétermination du Québec, le consensus ne fut pas possible. Oh. OK? Signe des temps. La commission mixte ne peut éviter d'évoquer cette question au chapitre 7, mais en des termes d'une extrême précaution. Ils disent « La préambule de la Constitution devrait reconnaître que l'existence de la société canadienne tient au libre consentement de ses citoyens, à leur volonté commune de vivre ensemble et que tout différend entre eux devait être réglé par des moyens pacifiques. » On venait de sortir de la crise d'octobre. Mais tu vois que cette terminologie-là, ça n'a aucune valeur statutaire. Oui, puis on va retrouver ça avec... Citoyens, comme si des citoyens, quelque part, décident qu'ils sortent du Canada, eux autres. Non, c'était le Québec qui était en cause. Oui, OK? C'est ça, c'est un État. Mais à un moment donné, les citoyens d'une partie du Canada, se déclarant démocratiquement en faveur d'une politique historique qui serait opposée au maintien du régime actuel. Le maintien du régime actuel, ça veut dire la Constitution de 1867. Puis là, ça peut te mener à une autre constitution. Tu comprends? Bon, donc, maintien du régime actuel, c'est par la négociation politique et non par le recours à la force militaire ou à d'autres forces coercitives qu'il faudrait régler le désaccord. OK? Là, c'est la crise d'octobre qui est proche. OK? Encore, OK? c'est ça. Par la négociation politique. Ben, t'as-tu négocié longtemps? Non. Ça fait-tu longtemps que tu négocies? Oui. Tu sais? T'en vas-tu quelque part? Non. Bon. Ces principes ne constituaient qu'un minimum pour 2 membres du comité mixte, le député libéral Pierre Debanné et le sénateur conservateur Martial Asselin, qui insistèrent dans un rapport dissident pour que la Constitution canadienne contienne la reconnaissance expresse du droit formel, statutaire, fondamental du droit à l'autodétermination du Québec. Il était 2. Oui, il était 2 du Québec. C'était pas des souverainistes, là. Non, mais il était des députés du Québec, puis il était dans cette ligne politique-là. Ce rapport dissident ne fut pas consigné au rapport du comité qui en refusa le dépôt officiel au Parlement. Ça, c'est la première affaire. OK, ça, c'est la première fois où l'État fédéral est devant la demande de reconnaissance formelle statutaire du droit à l'autodétermination du Québec et que, regarde, évacué. Okay, c'est ça. La deuxième? La deuxième, c'est Trudeau. En 80, OK, quand on l'a évoqué, que si l'évêque, avant d'aller au référendum, il y avait une porte de sortie, forcer le fédéral à venir signer le droit à l'autodétermination du Québec, une reconnaissance formelle et statutaire. Ils ne l'auraient pas fait. Tu as vu, en 71, ils ne l'ont pas fait. Et là, il y avait l'excuse de dire « Hey, en 71, vous avez refusé de le reconnaître. Là, le reconnaissez-vous? Si tu ne le reconnais pas, on ne fait pas de référendum, on se fait une constitution, on bâtit l'État du Québec, puis regarde, tu comprends? Comme Jean Chrétien disait, s'il continuait à faire ça, ça menait à l'indépendance. C'est ça. Okay? On voit que l'importance de relever le défi du réel, là, dans un match comme celui-là, c'est ça. Donc, il ne l'a pas fait. Mais là, au moment où il va le faire, c'est après le référendum de 80 qui vient de perdre. L'évêque, plutôt que de démissionner puis de laisser les libéraux aller se battre avec Ottawa, il décide qu'il continue, mais il est brisé. C'est un reproche que lui fait Rodrigue Tremblay, entre autres. OK? Il dit, regarde, à ce moment-là, il aurait dû, grand démocrate, dire notre option a été battue, on se tasse de là, tu laisses aller Claude Ryan, Parti libéral, assassiné avec Trudeau. OK? Mais c'est pas ça qu'il a fait. Donc, il était à Ottawa. Et là, on est au mois de septembre. Lui, il avait demandé une reconnaissance formelle et statutaire dans le préambule de la Constitution, parce que là, il ne pouvait plus empêcher Trudeau d'y aller avec son rouleau compresseur. On parle-tu de la Constitution de 82? Et qui s'en vient, OK? Mais là, on est en 80, immédiatement après le référendum. Ouais. OK? Le bonhomme est brisé. C'est ça le titre de la biographie de Pierre Godin. Ouais. L'homme brisé, OK? Là, il est là, il dit à Trudeau,
votre Constitution, nous, on veut avoir dans le préambule la reconnaissance du droit à l'autodétermination du Québec reconnu statutairement dans la Constitution. C'est la première fois que ça arrive, ça, hein? Après le référendum, pas avant. Après, oui, après. OK, après, tu sais, parce que là... Puis lui, l'évêque, il se disait, vu qu'on a fait un référendum, puis le fédéral, il a participé, puis tout ça, c'est une reconnaissance de notre droit, mais là, on voudrait l'avoir. C'est faux. C'est même pas... C'est une illusion, OK? C'est une illusion, OK? Bon, ce droit, les Québécois l'ont exercé pour la première fois au référendum, rappelle-t-il à Trudeau. Ottawa et le reste du Canada l'ont reconnu puisque le premier ministre fédéral et certains premiers ministres des provinces ont participé. Bon, c'est l'acquis le plus précieux du référendum. La future Constitution devra reconnaître le droit du Québec à son autodétermination. Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, réussit à faire rebondir René Lévesque. Sa déclaration de principe omet le mot autodétermination. Le texte pompeux nie carrément l'existence du peuple québécois. C'est dans la biographie de René Lévesque à page 37. OK? Donc, là, page 55, il est prêt à inscrire dans la déclaration de principe, c'est Trudeau, de la future Constitution, le caractère distinct du Québec. Mais à une condition. René Lévesque doit biffer de son texte l'expression « peuple québécois » pour y substituer « société québécoise ». Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une société? C'est rien, là, regarde. D'un point de vue statutaire, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Pourquoi pas? Le chef indépendantiste accepte même de rayer le mot « autodétermination ». Donc, peuple québécois et autodétermination sont biffés. La déclaration de principe évoquera donc la volonté d'une province de faire partie librement de la fédération. C'est une grosse épreuve de provincialisation, là. Non, regarde, librement, OK? Oui. Ferait partie librement de la fédération. La Constitution de 82, tu l'as-tu? As-tu eu le choix de l'accepter librement? Mais non, elle nous a été enfoncée dans la gorge. Elle a été imposée, et tu ne peux rien faire, OK? Ça, oui. Donc, tout ça, c'est de la littérature puis du flou artistique. Il y a juste encore une chose de vrai, oui. c'est le droit à l'autodétermination pour un peuple, pas une société. Oui, c'est OK? ça, exactement. OK? Donc, tu vois le manque de doctrine d'État de ce mouvement souverainiste-là, de René Lévesque. C'est clair, là, OK? C'est comme si on s'était retrouvés sous la gouvernance de bandits, hein? Non, c'est... Chrétien, Trudeau... ils sont d'une naïveté incroyable. Puis d'autres bords sont naïfs. Ouais. C'est ça. Ils n'ont pas de doctrine d'État. Un peuple, ça se puis un droit à l'autodétermination, c'est pas un choix libre d'adhérer à quelque chose. Tu comprends? C'est pas ça du tout, là. Mais la confiance aveugle dans le fédéral, en tout cas, bon. Non, c'est juste, regarde, c'est juste pour souligner que ce mouvement souverainiste-là n'avait aucune doctrine d'État, parce que là, c'est le chef du mouvement qui parle, puis qui est face à l'État fédéral, et là, c'est clair, ça tombe. Et celui qui nous rappelle, oui. C'est quoi le droit à l'autodétermination? C'est Daniel Johnson, oui. père, OK? Union nationale, 1968. Il a publié la plaquette Égalité-Indépendance en 1965. Et là, il dit, OK, c'est le dernier premier ministre qui avait une doctrine d'État. Toutes les autres, nomme-les toutes, là, aucun. OK? Puis c'est grave de conséquences. Très. OK? Oui. Il dit, Daniel Johnson, à page 120, le droit à l'autodétermination pour la nation canadienne-française est de cet ordre. C'est un patrimoine collectif que je considère comme définitivement acquis et que je ne consentirai jamais à remettre en jeu dans une négociation. Dans aucune négociation. OK? Oui. Tu comprends? Et là, si l'évêque avait forcé Trudeau à dire, OK, on va reconnaître dans la Constitution de 82 le droit à l'autodétermination, en 95, il était fait, là. OK? Donc, l'autre, on a fait les deux, là. Il y a 2 fois où le fédéral te dit, ta reconnaissance, gars, tamponne-toi avec. OK? La 3e fois, puis les gens ne font pas le lien, là, mais la 3e fois où ce que le fédéral te dit, ton droit à l'autodétermination, gars... Foutaise. OK? C'est
En 2013, la loi 99, la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec, qui a été promulguée en 2000, en réponse à la loi sur la clarté de Stéphane Dion. Stéphane Dion. OK? C'est ça. Alors, cette loi-là, c'est le Québec qui se reconnaît comme un État de juré, un État légal, Oui. et qui a inscrit de manière statutaire son droit à l'autodétermination. C'est pas du placotage. OK? Qui a fait cette loi-là, en passant? C'est Joseph Facal. Joseph Facal qui n'est pas un provincialisé. Là. Tu sais, lui, il vient d'ailleurs, puis regarde, il n'a pas été conditionné, formaté comme tous les provinciaux qui nous parlent de souverainisme. Là. Il a été en politique un peu, mais pas trop C'est longtemps. ça. Donc, elle est contestée en 2013 par le gouvernement fédéral. Avant ça, il y avait une contestation qui était inscrite par le citoyen Kenneth Anderson. Keith Anderson. Kate Anderson. Donc, c'est ça. Il voulait la faire invalider, lui. Oui, c'est ça. Mais là, le gouvernement fédéral, en 2013, en se joignant à cette poursuite-là, il nous dit le droit à l'autodétermination statutaire dans votre État, le Québec, on non seulement ne le reconnaît pas, mais là, on ne fait même plus semblant de le reconnaître. Oui. Oui. C'est ça que c'est, là, tu le contestes. Oui. Fait que là, formellement, Oui. tu comprends-tu? Avant, il te donnait tout le temps l'illusion. Oui. Oui. Oui, joue la game, tu sais. Oui. Face, tu perds. Pile, tu gagnes pas. Oui. Tu comprends? Oui. Marché de dupe. OK, c'est ça. C'est que, donc, conclusion, Oui. OK, le référendum n'a jamais eu de chance d'être effectif. Oui. Et le droit au contraire, il nous ouvrait la porte à une fatalité qui était la partition du territoire québécois. C'est des choses... Ça, c'est ça le réel. Là. Le défi du réel qu'on a à relever, là, c'est ça. OK? Et le droit à l'autodétermination, dans ce contexte-là, il vaut quoi? Hein, c'est une fiction politique depuis 50 ans. Fait que là, à partir de là, tu sais, c'est comme si on annonce le deuil du rêve. Tu comprends? Si tu prends... Parce que les gens, même Bastien, qui est très articulé, hein, comme, tu sais, au niveau des affaires d'État, il n'arrive pas à cette conclusion-là. Il dit qu'il y avait des chances de se faire reconnaître, etc. Il voyait des possibilités en interprétant des discussions. Mais la réalité, quand on prend tous les éléments d'information, c'est qu'on ne réunissait pas les deux conditions pour qu'on arrive à un changement de statut d'un État de province à État souverain, c'est-à-dire se faire reconnaître à l'international et exercer toutes nos compétences sur l'ensemble de notre territoire. C'est aussi simple que ça, OK? Il n'y a Maintenant, aucune reconnaissance du fédéral à aucun moment. c'est ça. Mais pour les souverainistes, relever le défi du réel, ça veut dire le deuil du rêve, OK? Oui. OK? Moi, je dis, c'est le réveil du dormeur. Oui. Tu sais, parce qu'on est dans un cadre stratégique, dans ce cadre-là, perdant, qui a mené au déclin tranquille, puis là, ça s'en va d'une façon critique, OK, le déclin de la nation. Alors donc, continuer à rêver là-dedans, c'est pas une bonne nouvelle, là. Non. OK? Et puis dans la course, là, à la chefferie, qu'est-ce que... La bonne nouvelle, Oui. c'est que... Ah. Avant ça. Oui, là-bas, c'est parce que je ne veux pas laisser les gens sous l'impression que, gars, oubliez tout ça, là. Comme disait Trudeau, remballez vos rêves. Non. Sortez de la rêverie, puis là, rentrez dans la réelle politique, OK? Et là, puis là, on est dans un contexte où c'est vrai que la situation est critique parce qu'à cause du déclin démographique et qu'il ne reste pas grand temps. Tu sais. Sénèque, qui disait l'art est long et le temps est court. OK? Alors, ce qu'on a à faire, c'est comme long, puis le temps pour le faire est court. Donc, mais là où ce qu'on peut trouver que on sort de ce piège-là, le piège référendaire, avec l'élection de la CAQ en 2018. Là, la nation, ils ont tassé les référendistes
Les idéalistes. C'est ça, le Parti québécois qui traînait ça comme un boulet, puis le Parti libéral qui l'agitait comme un repoussoir pour attirer le client. Là, c'est ça, là. Ça, c'est tassé. Et là, on revient à arrêter, en tout cas, reprendre, la nation reprend le contrôle de son État. Là. Donc, il y a un parti nationaliste qui est là, mais ça ne suffit pas. Tu dis, même nous force à un retour au réel. Ouais, ben les gens ont compris que jamais l'indépendance c'est la nation historique qui a balayé l'échiquier, tu comprends? Vous dire, gars, revenez dans la réalité, puis à partir de là, pouvez-vous jouer la game? On change de paradigme. C'est ça. Alors, eux autres, Legault, le gouvernement Legault, il y a une partie là-dedans qui sont des nationalistes, des patriotes, puis il y a une autre partie, l'aile économique, là, ça, c'est, gars, ils sont encore sur la proposition de nous amener... noyade migratoire, eux autres, parce qu'il faut trouver du monde pour remplir des jobs, etc. Regarde, OK? Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Donc, on a au moins quelqu'un qui, avec la loi sur la laïcité, braque complètement l'État canadien. Là, on commence à être dans un rapport de force plus favorable par rapport à d'autres époques. Et puis, là, ils vont arriver sur la langue, etc. Il y a quelque chose là où on a le contrôle de l'État, c'est des nationalistes, et donc on peut entreprendre des politiques d'envergure, parce que l'État agit avec envergure pour le redressement national. Ça, c'est une chose, et on n'a pas toutes ces garanties-là à cause de la composante du cabinet de ce parti-là, là. Mais au moins, il y a ça, OK? De l'autre côté, on a la course à la chefferie du Parti québécois. Le Parti québécois qui s'est tassé dans la marge en se faisant... C'est fait tasser. Ben oui. À partir du moment où la nation arrête d'être enfermée dans l'illusion référendaire, puis cassant d'instinct le piège, tasse tout ça, OK? Le Parti québécois, s'il reste enfermé dans cette illusion-là, ils vont se faire marginaliser jusqu'à l'insignifiance. OK? Et dans ce contexte-là, arrivent des candidats à la course, à la chefferie du Parti québécois. Puis là, moi, personnellement, j'en vois juste un qui n'est pas dans le référendisme et qui, je l'ai entendu, on est dimanche, là? Oui. Je l'ai entendu. Dimanche 1er mars. Oui, c'est ça. Dire, grosso modo, si vous arrivez avec un référendum sur la table, là, vous vous en allez 3e, 4e opposition. C'est un repoussoir. Okay? Si vous n'êtes pas au pouvoir, là, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Il dit, moi, je vise le pouvoir. C'est ça. Donc, lui, c'est pas un référendiste. Là, okay? Lui, le référendum, regarde, c'est dans un autre mandat, dans un autre contexte. C'est un référendum de ratification quand il va avoir provoqué toute la dynamique politique. À la fin. C'est ça. C'est le seul. C'est le seul. Et puis... Gaudreau, Plamondon et Nantel. Les autres sont tous le référendum au plus vite parce que ça presse, parce que l'or est long et le temps est court. Tu comprends? Fait qu'eux autres, ils disent le temps est court. Fait que tout référendum, bon, c'est son soir de peur. Ils sont face au défi du réel, eux autres. Bastien, aujourd'hui, je l'ai entendu, c'est très clair. Il dit, regarde. Il dit, on n'a pas pris le pouvoir depuis 1980. Curieux que la population, dans les sondages, le place non, c'est parce que... en dernier. Ben c'est au niveau des communications. Puis les gens sont dans la politique spectacle. OK? Ils sont dans la politique spectacle. Lui, il ne fait pas de politique spectacle. Non. Lui, il fait une politique statutaire. Quand il te parle de quelque chose, c'est précis. Puis c'est au niveau de l'État. Puis comment ça fonctionne. Et lui... Contrairement aux autres, parce que lui, il n'est pas dans le référendisme, il est dans un cadre où la lutte se fait immédiatement. Où est la ligne de front? Puis lui, il a identifié la ligne de front. Il dit, regarde, la Constitution de 82, c'est une cage. Les gardiens de la cage, c'est le régime juridique. OK? Et tant qu'on leur donne une crédibilité, puis on respecte la décision des juges parce qu'on est dans un état de droit. Lui, c'est pas ça. La ligne de front est exactement là. Et là, ces juges-là, cet appareil-là, n'a aucune intégrité, OK? Aucune objectivité quand la cause qu'ils ont devant eux a
un contenu politique et surtout si ça porte sur l'affirmation du caractère national du Québec. Là, c'est vrai que ils deviennent des activistes politiques et c'est cette démonstration-là que Bastien fait. Il a identifié où est la ligne de front lundi matin. Et non pas « j'attends le grand soir, puis vous allez voir », cette affaire-là. etc. On n'a plus de l'entendre parler tellement qu'on l'a entendu souvent. C'est le seul, Mais Bastien est le seul qui relève le défi du réel et qui sait qu'il a affaire à un État pour qui la force prime le droit. Merci, ça nous a éclairé. C'était une capsule nécessaire. On a entendu souvent parler du référendisme et du piège référendaire et du droit à l'autodétermination qui était une fiction. Aujourd'hui, tu l'as démontré, c'est une capsule de référence. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.